Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour la première fois depuis ses débuts, Lumière Intérieure ouvre son plateau à un sportif. Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'un footballeur international, célèbre pour avoir contribué à la victoire des Bleus lors de la Coupe du Monde de 1998, mais aussi lors du championnat d'Europe des Nations en 2000. Alors, si on ne le voit plus sur le terrain, en revanche, il reste bien présent de par sa seconde vie en tant que consultant, mais aussi de par les livres qu'il écrit. Il nous parlera dans quelques instants de celui qui vient tout juste de sortir. Bonsoir Emmanuel Petit. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous. Alors, je le disais à l'instant, vous êtes passé du ballon rond au stylo, puisque vous avez déjà publié 2 livres, et là, vous avez sorti, alors j'ai dit tout juste, c'est pas tout à fait exact, puisque c'était en février dernier, mais vous avez publié aux éditions du Seuil un livre qui s'intitule Dernier tacle, qu'on peut voir à l'écran. Alors, on connaît le générique de Dallas, ton univers impitoyable. Impitoyable, l'univers du foot semble l'être tout autant, en tout cas dans le cadre de l'OM, en tout cas à en croire votre livre, puisque l'intrigue débute par l'assassinat de l'entraîneur de ce légendaire club phocéen. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, pitcher rapidement pour nos téléspectateurs l'intrigue du livre ? Donc elle se situe d'un point de vue local, donc dans le sud de la France, à Marseille, même si pendant le livre, on va voyager en Angleterre, notamment à Liverpool. Mais globalement, ça se situe à Marseille, à la rencontre de deux jeunes les mondes, ils vivent dans 2 mondes complètement opposés. Et le football va les réunir, et leur destin va nouer une amitié forte et va se terminer de façon extrêmement tragique. Donc pourquoi Marseille ? Peut-être que vous allez me poser la question. C'est très bien. Parce que Marseille, l'OM, évidemment, quand on parle de Marseille, on parle de l'OM. Oui. Les deux sont intimement liés. C'est une ville qui vit au rythme des résultats de l'équipe première. Ça peut aller dans les débordements comme l'exagération positive également, mais pour moi, c'était une logique implacable de choisir l'OM parce que c'est pour moi la ville qui représente le plus la passion. La personne avec qui j'ai coécrit, Gilles Delpapas. Et d'origine marseillaise. Il est né à Marseille. Alors, en revanche, il n'était pas du tout dans le foot. Il connaît bien Marseille, mais le foot... Non, ne le dites pas aux Marseillais, parce que c'est le seul Marseillais qui ne connaît rien au football. Mais, c'est fort comme ça, vous avez réussi à trouver le seul Marseillais qui connaissait rien au football. Oui, j'ai cherché longtemps, mais j'ai trouvé rapidement. Il y a aussi également le fait que Marseille représente, à travers sa diversité, mais aussi d'un point de vue social, la possibilité de s'émanciper à travers le sport notamment. Donc je voulais mettre aussi à l'honneur le club, l'Olympique de Marseille, même si par le passé j'étais souvent un rival. J'ai toujours un regard un petit peu neutre sur l'Olympique de Marseille, même si on a souvent croisé le fer. Mais pour moi, c'était vraiment une logique de mettre à l'honneur cette ville et ce club. Oui. Alors, je citais tout à l'heure une série de télé en parlant de Dallas. Je vais plagier une autre série télé qui est Le Juge est une femme. Là, c'est pas le juge qui est une femme, mais c'est le commissaire qui est une femme. Oui. Ce commissaire, elle s'appelle Clémentine Pacini. Oui. Elle travaille au 36 quai des Orfèvres. Oui. Et c'est elle qui va être chargée de démêler cette affaire au sein de ce qu'on appelle la commanderie. La commanderie, c'est le centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille. C'est intéressant, finalement, d'avoir une présence féminine dans un univers qui est quand même extrêmement macho. J'y tenais. Alors, moi, je suis un très très grand fan de certaines séries qu'il peut y avoir à la télé, notamment les Columbo, Agatha Christie, tout ce genre-là. Et pourquoi une femme ? Parce que, alors même si les présences des femmes sont de plus en plus nombreuses au sein du football, et je m'en réjouis d'ailleurs, je trouvais que c'était un contraste saisissant de voir une femme avec sa féminité, ses talons aiguilles, arriver dans un monde d'hommes baigné dans la testostérone et avec aussi un regard égocentrique extrêmement fort. Je voulais justement que l'autorité soit incarnée par cette femme et qu'elle vienne déstabiliser un petit peu l'ordre établi. Déstabilise bien d'ailleurs. Est-ce que c'est pas l'occasion aussi pour vous de rappeler que derrière chaque joueur, finalement, il y a une femme ? Exactement. Et je dirais même que derrière chaque homme qui réussit, globalement, il y a toujours une femme forte. Et alors, puisqu'on parle des femmes, on est en plein dans la Coupe du Monde de football féminin. Est-ce que vous avez le sentiment que le football féminin est suffisamment mis en avant ? Il a fait énormément de progrès. Alors, il y a encore énormément aussi de choses à faire. On ne pourra jamais comparer le foot féminin avec le foot masculin, parce que ce sont 2 mondes diamétralement opposés.
même s'il y a des similitudes dans l'approche et dans les aspects qui composent le foot féminin aujourd'hui. Je dirais qu'en l'espace d'une vingtaine d'années, le foot féminin a considérablement évolué, à la fois dans l'accessibilité aux structures, que ce soit les camps d'entraînement ou même les pelouses, mais je pense aussi que dans l'image, dans tout ce qui est médiatisation. Alors tout ça est mis en boucle. On espère justement que la mèche prenne pour de bon cette fois-ci, que ça puisse leur permettre d'avoir un envol supplémentaire. Mais on voit aussi qu'il y a un engouement populaire. Aujourd'hui, on voit que la billetterie marche très très bien concernant la Coupe du Monde féminine. On voit aussi que les télés, les sponsors n'hésitent plus maintenant à suivre l'équipe de France féminine. Il y a aussi un regard différent à porter sur le regard féminin, contrairement à celui où, souvent lorsqu'on parle du foot masculin, c'est souvent dans des préjugés ou souvent dans des analyses un petit peu acerbes. Je dirais que le foot féminin est assez rafraîchissant à ce niveau-là et j'espère qu'elles garderont leur naturel et leur simplicité. Ouais. Alors, je reviens au livre. Cette Clémentine Pacini, elle est donc dépêchée sur le lieu du crime pour tenter d'élucider cette affaire un peu sordide, hein, parce que dès lors qu'il y a un assassinat, c'est un peu sordide. Est-ce que vous vouliez vous adresser davantage aux amateurs de foot ou aux amateurs de polar avec le livre ? Alors à la base, effectivement, on s'adresse aux initiés du foot, mais je voulais avec Gilles, et Gilles était d'accord avec moi, on ne voulait pas faire un livre, uniquement et spécifiquement sur le football, axé sur le foot. On voulait qu'il y ait une dimension sociale, on voulait aussi qu'il y ait une approche un peu différente, qui est un petit peu tous les ressorts, les paramètres de la vie de tous les jours finalement. Et pour qu'on ait à la fois un public plus large, mais que ça ne s'adresse pas seulement et uniquement aux passionnés du football. Alors, même si le milieu du foot est souvent un peu contesté, on n'a heureusement d'ailleurs pas encore assisté à l'assassinat d'un entraîneur. Est-ce que pour vous, c'était une façon de pointer du doigt les dérives de ce qui pourrait éventuellement arriver un jour ? Non, vous savez, tout à l'heure vous avez dit que j'avais écrit 2 livres, j'en ai écrit 4 pour l'instant. Oui. Et j'ai fait des livres beaucoup plus sérieux, notamment sur les gouvernances sportives et sur toutes les dérives justement de mon milieu. Ça a fait un flop total et pourtant je pensais vraiment avoir mis tout ce que j'avais dans ce livre-là. Des choses qui aujourd'hui, on voit qu'il y a des choses qui se passent, qui avaient été révélées également dans mon livre. Mais non, c'était pas dans mon esprit de pointer un doigt accusateur sur le football. Je voulais justement m'extraire de ce que je pouvais faire auparavant, mais m'émanciper également de certaines poursuites que je pourrais être sujet. Donc c'était pour moi justement d'avoir la possibilité de laisser libre cours à mon imagination qui est très fertile. Et je vais vous faire un aveu, je trouve qu'il y a beaucoup de secteurs économiques, politiques et sociaux dans la société qui baignent dans le polar. Et le foot, il y a eu certaines personnes, certains cinéastes qui ont fait des films, et des très bons d'ailleurs, je me rappelle encore à Mort l'arbitre, des choses comme ça, mais pas que. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas raconter des histoires en m'inspirant de mon expérience, sans pour autant rentrer dans la vérité telle que je l'ai vécue, mais en saupoudrant par-ci par-là justement, mais en laissant mon imagination libre, parce que je trouve que le foot est un terreau formidable pour le monde du polar. Ouais. Oui, en tout cas, ça fonctionne bien. Puis c'est vrai que du coup, c'est très documenté parce que vous maîtrisez parfaitement cet univers. C'est un milieu qui attire beaucoup de convoitises parce qu'il y a énormément d'argent en jeu. Trop, pas que. À votre avis, trop d'argent ? C'est vrai, il y a la dimension financière qui attise toutes les convoitises. C'est comme si vous jetez du sang dans une salle remplie de hyènes. C'est un peu l'image que je m'en fais parce qu'aujourd'hui, définitivement, le football a été pris en otage par les financiers. Donc à l'image du monde dans lequel on vit, donc on ne va pas faire les caliméros, on ne va pas faire les naïfs non plus. Je ne vais pas cracher dans la soupe non plus parce que j'en ai bien profité, mais la tendance à laquelle ceux qui nous gouvernent au niveau sportif veulent emmener le football, ça ne me paie pas plus que ça. Voilà. Donc je dirais qu'on peut gagner beaucoup d'argent tout en étant raisonnable, en faisant des choses un peu plus profondes. Si on ne s'intéresse qu'à l'argent, au final, l'être humain redevient le dernier maillon de la chaîne. J'ai déjà lu des articles ou vu des interviews dans lesquels vous expliquez que finalement le foot a une telle puissance sur le plan économique, sur le plan social, politique, que finalement on pourrait presque mettre des États à genoux. La FIFA, l'UEFA peuvent mettre des États à genoux. C'est déjà le cas. Hein. Absolument. Ça fait un peu froid dans le dos quand même. Et du coup, la question, c'est quels sont les garde-fous ? Ce qui fait froid dans le dos, c'est que la grande majorité de la population n'est pas au courant justement de tous ces paramètres. Lorsqu'on vous parle dans les médias d'une l'organisation d'un championnat, d'un Jeux olympiques, des choses comme ça, des événements à échelle mondiale, ça implique que l'État qui organise ces Jeux
utilisent massivement de l'argent public. Et le problème, c'est qu'il y a quand même une rentabilité financière privée qui est quand même beaucoup plus importante que publique. Et moi, ça me dérange, ça me laisse un problème de moralité, en fait. Donc, sans parler du cahier des charges qu'imposent ces entités, si on parle simplement de l'UEFA ou de la FIFA, l'UEFA qui est l'organisme européen qui gère le football, et la FIFA est l'organisme mondial. À chaque fois qu'un pays européen veut organiser un championnat d'Europe, elle doit suivre un cahier des charges imposant, donc c'est donnant-donnant, on va dire. Mais ce qui me dérange, moi, c'est aussi des fois l'exonérisation fiscale que peuvent avoir ce genre d'entités, alors qu'elles sont déjà dans les paradis fiscaux. Donc, surtout lorsqu'on utilise autant d'argent public à des fins, à une rentabilité privée pour la plupart du temps. Donc, oui, ça me pose un petit problème des fois. Donc, j'aimerais bien que les gens soient au courant davantage de tout ça. C'est pour ça que, concernant les Jeux Olympiques 2024 à Paris, je m'en réjouis. Mais en même temps, c'est bien aussi de demander l'avis de gens qui vont subir ça et qui vont recevoir la note. On va revenir tout à l'heure sur ces questions d'intégrité. Je voulais qu'on parle un petit peu de votre carrière, de votre carrière professionnelle. Vous avez rejoint en 1985 le centre de formation de l'AS Monaco. Oui. Vous n'aviez que 13 ans à l'époque. Oui. Est-ce que vous saviez déjà que le foot, c'était votre vocation ? Oui, parce que j'avais quelques talents. Moi, j'étais passionné d'ébénisterie, en fait. Je voulais devenir menuisier. Mais j'étais plus doué avec mes pieds qu'avec mes mains, et je me suis rendu compte que c'était difficile d'assouvir ma passion avec mes pieds pour l'ébénisterie, mais c'est compliqué. C'est un peu compliqué. Donc je me suis replié sur le football. J'étais un peu comme Obélix, en fait. On m'a baigné dedans quand j'étais tout petit. Parce que quand vous baignez dedans, c'est votre environnement familial. Mon père, mes frères, mes amis, même les gens de ma famille, la plupart, tout le monde était pratiquant de football. Donc moi, j'habitais dans un village clairsemé justement de champs et de forêts. Donc il y avait beaucoup de possibilités à jouer dans la rue. Il y avait une liberté aujourd'hui que les enfants ont beaucoup moins, je dirais. Mais ça, c'est au grand dam de mes parents d'ailleurs, parce qu'à chaque fois que je revenais de l'école, je passais mon temps à prendre un ballon et à jouer contre un mur. Non, ça vous montre à quel point j'étais véritablement, déjà, j'avais à 6-7 ans, je voulais devenir professionnel, je le savais déjà. Oui. C'est fantastique d'avoir cette intuition-là, c'est une vraie chance. Alors, le fait d'être le plus jeune joueur à évoluer parmi les seniors, ça a fait grand bruit à l'époque. Et la BBC avait même annoncé une somme de 4 millions de livres d'un grand club anglais, ce qui à l'époque était beaucoup d'argent. Est-ce que quand on est si jeune et que tout d'un coup on connaît un succès aussi immédiat, est-ce qu'on arrive à garder la tête froide ? Ça m'est arrivé de péter les plombs, quelquefois, oui. Lorsqu'on est en lévitation permanente, c'est difficile de revenir sur Terre. C'est pour ça que l'entourage est extrêmement important. Votre entourage, justement, vos parents, vos frères vous ont aidé à garder... vraiment privé, familial, parce que... Ou même des amis. Moi, quand je parle des amis, des gens qui osent vous dire, des fois, des choses qui vous font mal pour vous remettre un petit peu les pendules à l'heure. Et ça marchait quand ils vous disaient, non mais redescends La plupart du temps, ça marchait. Ouais. Certaines fois, ça ne marchait pas, parce que comme je suis d'un naturel têtu, avec une forte personnalité... j'avais envie aussi de vivre l'instant présent, donc de goûter justement à tout cet amour qu'on m'envoyait en permanence. Et quand vous avez dans une position sociale aussi élevée que la nôtre, lorsqu'on est en réussite, vous avez toutes les portes qui s'ouvrent devant vous sans vraiment forcer la serrure. Donc il arrive à un point où vous êtes déconnecté un petit peu des réalités, et puis vous aimez justement baigner dans ces eaux-là. On comprend que c'est euphorisant. Exactement. Mais avec les pièges de l'autre côté, c'est une question d'équilibre. Alors vous avez ensuite été remarqué par Michel Platini, qui à l'époque était sélectionneur de l'équipe de France. Est-ce que vous avez le sentiment, en plus de votre talent indéniable, d'avoir eu de la chance ? Oui. La chance, je dirais que la destinée de chaque individu, des fois, elle ne peut pas être contrôlable, mais je pense qu'on est maître de notre destin. Et je pense aussi que je n'ai jamais regardé... en fait, je ne me suis jamais assis à une table et je n'ai jamais mangé plus que ce que mon estomac me permettait, en fait, si vous voulez. C'est une image. Mais tout ça pour vous dire que j'ai eu de grands rêves, j'ai toujours de grands rêves dans ma vie, mais pas des rêves irréalisables non plus. C'est quoi votre grand rêve aujourd'hui ? C'est d'être heureux, tout simplement. C'est le plus beau des rêves. C'est un travail au quotidien. Bien sûr. Ça se construit. Le bonheur, pour moi, se construit au quotidien. Et il ne vous arrive pas comme ça. Il ne vous choisit pas. C'est pas de la destinée. Et je dirais qu'avec la vie qui nous challenge en permanence tous les jours, c'est très compliqué justement d'arriver à être heureux et d'être épanoui pleinement. Oui.
Alors, revenons à votre carrière. Après, donc, vous avez eu tous les succès qu'on a évoqués tout à l'heure. On n'est pas rentré dans le détail parce qu'il nous faudrait plus d'une heure d'émission pour ça. Et puis, vous avez quitté cet univers pour devenir consultant. Vous avez commenté à ce titre un grand nombre de matchs, de compétitions sportives. Ça fait quoi de passer de l'autre côté? Est-ce que c'est de devenir spectateur quelque part? Est-ce que c'est euphorisant? Est-ce que c'est douloureux parfois parce qu'on aimerait retourner shooter dans le ballon? On apprend aussi sur le tas dans la mesure où... lorsqu'on est face à son téléviseur, on se permet des choses qu'on ne peut pas se permettre lorsqu'on est à l'antenne. Et en fait, le regard que l'on a en tant qu'ex-professionnel, des fois, il faut aussi se mettre à la place de la personne qui regarde le match. C'est un public averti, donc il y a des circonstances à avoir en permanence. Il y a un phrasé aussi à avoir. Il faut être dans la répartie, il faut être dans le tac au tac, parce qu'en fait, vous êtes en plein direct et vous ne pouvez pas vous permettre une analyse lorsque ça va très très vite d'un but à l'autre. Il y a beaucoup de choses aussi à apprendre et qu'on apprend sur soi-même dans le tempo, dans la diction, dans l'analyse, dans beaucoup de choses. Donc, je pense qu'on s'améliore avec le temps lorsqu'on travaille à la télé, mais passé un certain temps, on peut devenir aussi sa propre caricature, donc il faut faire très attention. Et vous parliez de diction, etc. Vous avez été coaché à un moment donné pour justement ce job de consultant? Non, ça c'est mes parents, ça. Parce que quand j'ai décidé de quitter ma Normandie natale pour aller à Monaco, très jeune, mes parents m'ont simplement mis sur la table une seule et unique condition. Ils m'ont dit... on va te soutenir pour que tu puisses arriver à tes objectifs et assouvir ton rêve. En revanche, en contrepartie, nous voulons, ta mère et moi, que tu puisses aller au maximum de tes études. Arrive un moment, quand vous jouez tous les 3 jours pour l'équipe première, avant même que je sois professionnel, c'était à l'épreuve du baccalauréat, j'ai éprouvé un mal incroyable à assimiler les deux. Et vous dormez quasiment plus, en fait, vous n'avez que quelques heures en permanence, vous êtes fatigué physiquement, mentalement, c'est une remise en question permanente et en fait, ça m'a beaucoup aidé cette période-là parce que ça m'a permis justement de sortir un petit peu de ma bulle, de mon côté adolescent, de me forger un caractère et surtout d'être beaucoup plus fort en fait. Et ça, je regrette pas ce que j'ai vécu à cette époque-là. Et on va continuer à parler de ce que vous avez vécu. Je vais juste vous laisser seul sur le plateau. Ça peut paraître un petit peu surprenant, un petit peu atypique. Mais rassurez-vous, vous allez continuer de m'entendre. On se retrouve tout de suite. À tout de suite. Emmanuel Petit, est-ce que vous êtes bien installé? Oui. N'hésitez pas à poser vos pieds sur leur pose-pied. Voilà, faites comme chez vous, dans ce petit cocon. Le principe est le suivant. Je vais vous donner différents mots-clés. Il y en aura 4 au total. L'idée, c'est que pour chacun d'eux, vous me disiez ce qui vous inspire. Et on commence avec le premier d'entre eux, qu'on a déjà un petit peu commencé à évoquer dans la première partie de cette émission. C'est le mot intégrité. Waouh. Intégrité. C'est un concept, non? Oui, dans une certaine mesure. Intégrité, c'est un mot très lourd de sens qui devrait s'accompagner dans la vie quotidienne de chacun d'entre nous. Pour moi, l'intégrité, c'est ce qui définit justement la moralité de chaque individu. Il y a l'intégrité effectivement avec soi-même, avec ses valeurs, et puis il y a l'intégrité dans le monde du football dont vous avez commencé à nous parler avec ces différentes dérives, ces différents scandales de corruption. Oui, entre autres. Les affaires, elles se sont succédées depuis des décennies, donc je ne sais pas si ça s'arrêtera un jour, mais malheureusement, nous ne sommes que des êtres humains avec nos qualités et nos faiblesses. Et c'est vrai, on en parlait précédemment. Le football attise tellement de convoitises que pour garder une certaine intégrité, il faut être extrêmement costaud, extrêmement fort. Oui. Et pour ce qui concerne l'intégrité avec soi-même, en ce qui vous concerne, c'est quelque chose d'important, c'est une valeur forte. Vous nous parliez tout à l'heure du chemin vers le bonheur, là aussi c'est un chemin. Oui, enfin chacun, vous savez, c'est comme l'expression tous les chemins mènent à Rome. Vous avez 10 000 façons d'être heureux sur Terre, 10 000 façons d'être malheureux également. Des fois, vous n'avez pas le choix non plus. Mais pour moi, l'intégrité, j'essaye de me l'appliquer tous les jours, même si c'est difficile, même si ça m'est arrivé souvent de fauter et de me retrouver hors jeu également. Mais j'essaye tant bien que mal. C'est pour ça que je vous ai dit encore juste avant que la vie nous challenge en permanence et des fois on n'est pas suffisamment costaud pour relever le défi, ou des fois on est bien armé, on arrive à appréhender du mieux possible les aléas de la vie. Donc j'essaye tant bien que mal, surtout depuis que je suis devenu papa. Ça fait maintenant 17 ans, j'ai 3 enfants, 3 filles.
J'essaye de leur inculquer une éducation telle que mes parents me l'ont inculquée à leur époque. Vous savez, cette génération de l'après-guerre, qui a connu aussi des restrictions et des choses beaucoup plus importantes que nous à notre époque, même si on vit aussi avec des mots contemporains. Mais pour moi, c'est quelque chose d'assez présent que j'essaye d'inculquer à mes enfants. Après, c'est une question de personnalité. Vous avez une sensibilité aussi qui est un peu plus prégnante sur certains paramètres. Donc, je suis moins exigeant avec les gens d'une façon générale. En revanche, je suis peut-être un peu plus exigeant avec moi-même. Puisque vous nous parliez de vos filles, quelles sont précisément les valeurs, alors au-delà peut-être j'imagine de la valeur relative à l'intégrité, quelles sont les valeurs que vous avez envie de leur transmettre ? J'essaye de trouver un juste équilibre, un petit peu comme le yin et le yang en fait, entre le chaud et le froid. C'est-à-dire, je veux qu'elles soient généreuses, qu'elles soient aimantes, passionnées, qu'elles soient chaleureuses. Et surtout qu'elle soit démonstrative à la fois dans les gestes mais aussi par la parole, mais sans oublier également le côté tactile qui pour moi est extrêmement important. Mais en même temps je veux qu'elles soient fortes, qu'elles aient une personnalité forte, qu'elles aient un caractère aussi prononcé. Donc vous voyez, c'est un petit peu antinomique tout ça, mais j'essaie de trouver un juste équilibre. En même temps, je ne peux pas façonner mes enfants à mon image, j'essaie de leur donner un maximum, tant bien que mal, une certaine liberté d'expression, d'agissement également, pour qu'elles puissent s'émanciper. Je trouve qu'il y a un grand paradoxe entre ma génération et celle de mes parents, parce que mes parents nous donnaient une liberté incroyable que les enfants aujourd'hui n'ont plus. Je trouve qu'aujourd'hui, nous, en tant que parents, nous sommes trop derrière nos enfants en permanence. On leur met une pression, à mon sens, beaucoup trop importante. Et les enfants le perçoivent mal, donc c'est pour ça que j'essaye à chaque fois d'être présent quand cela s'impose ou lorsque mes filles sont demandeuses, mais en même temps je leur donne une très grande liberté pour qu'elles puissent s'émanciper. Je reviens au terme d'intégrité. Chez vous, on a l'impression qu'il est étroitement lié à la notion de vérité. Vous êtes réputé pour votre franc-parler. Dire les choses au risque de déplaire, c'est quelque chose qui vous tient à cœur ? Le franc-parler n'est pas synonyme de vérité. Chacun a ses propres vérités. Tout le monde peut dire les choses de façon crue, telles qu'elles se présentent. La vérité, même si je sais mentir, je vous rassure quand même, mais c'est vrai que globalement, la vérité, pour moi, est quelque chose d'essentiel, même si avec le temps, avec l'âge, j'ai compris que toutes vérités ne sont pas bonnes à dire. Et oui, même moi, j'ai changé à ce niveau-là. Malgré tout, je reste persuadé qu'on ne peut pas vivre dignement une vie sans avoir certains critères que sont l'intégrité ou une certaine recherche de la vérité sous toute forme. Donc pour moi, c'est assez important. Même si ça l'est moins que par le passé, je suis un peu moins torturé qu'auparavant. On va dire que j'ai mis un peu d'eau dans mon vin, mais je pense aussi que la maturité et se dire tout simplement que l'être humain n'est pas parfait et que nous serons toujours confrontés aux limites de l'être humain, donc il faut savoir être aussi conciliant, voilà. Mais on sent quand même que c'est quelque chose qui est important pour vous, qui vous tient à cœur. Ce livre, Dernier Tacle, on le disait tout à l'heure, c'est pas un coup d'essai pour vous. Vous avez, c'est le cas de le dire. Il y a un peu plus de 10 ans, vous aviez déjà publié À fleur de peau. Vous vous en preniez notamment là aussi à l'Olympique de Marseille. Puis il y a eu Franc-tireur, dans lequel vous racontez votre philosophie du football. On sent quand même qu'il y a un cheminement, une envie de dire les choses, parfois même peut-être de taper du poing sur la table. En fait, la raison pour laquelle... le premier livre qui était une autobiographie, donc pour moi, c'est un peu classique, vous savez, quand une personne connue termine sa carrière, on finit souvent sur un livre. Donc je rejoins un petit peu à cette grande file d'attente. Mais en même temps, je voulais aussi prendre les gens par la main et les amener dans mon intimité la plus profonde. Et je pense que le pari était réussi parce que ça a été un succès énorme, ce livre. En revanche... la raison pour laquelle j'ai écrit les autres livres, c'est parce que le monde du foot tel qu'il évoluait ne me convenait pas. C'était pas une volonté de ma part. Quand j'ai arrêté ma carrière, je vais me dire tiens, je vais me lancer dans une carrière d'écrivain, je vais écrire des livres et je vais raconter tout ce qui me passe par la tête. Non, c'est parce qu'à un moment donné, je me suis dit le mutisme de ceux qui nous gouvernent, à la fois au niveau politique, mais aussi dans les gouvernances sportives, le football tel qu'il est regardé aujourd'hui par ces gens-là, je ne le partage pas. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai voulu écrire des livres. Ce sens de l'intégrité, est-ce qu'il vous a parfois joué des tours ? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir peur aussi qu'on s'en prenne à vous par rapport à vos prises de position ?
Vous savez, les choses que j'ai pu dénoncer ou que je dénonce, ça ne touche pas ces gens qui sont aux manœuvres, parce que je rentre pas dans les choses profondément. Il n'y a pas d'épreuve. Vous savez, c'est pas comme les livres qui sont sortis à l'époque où la FIFA a éclaté, où là vraiment il y a eu un travail d'investigation, une enquête sur plusieurs années. Il y a eu des noms, il y a eu des faits qui ont été avérés. Donc c'est comme une enquête policière. Ce sont des choses vraiment où ces gens-là, pour moi, j'ai un respect incroyable. C'est comme les grands reporters, ceux qui, au péril de leur vie, vont couvrir des choses incroyables aux quatre coins du monde. Donc ces gens-là ont pour moi une approche encore beaucoup plus importante et plus forte que je ne puisse avoir. Moi, je suis tranquille à Paris, derrière mon bureau avec un stylo. Donc, et puis j'effleure un petit peu les choses sans pour autant agiter le cocotier. Donc je sais que ça déplaît à beaucoup de gens. Mais ils sont plutôt rassurés dans la mesure où il n'y a pas de choses graves qui sont prononcées dans mes livres et on ne rentre pas justement dans la diffamation ou des accusations vraiment avérées. Donc non, ça, je les rassure. C'est d'ailleurs peut-être pour ça d'ailleurs que je n'ai pas de problème au niveau pénal, où personne n'a porté plainte contre moi. Si, Monsieur Bernès a porté plainte contre moi, c'est la seule personne. Donc pour le reste, non, j'ai pas eu de problème. Donc ça vous montre à quel point mes livres, si demain je m'aventure justement dans l'obscurité du monde du football, oui, là peut-être que je me poserai la question sur ma propre sécurité et celle qui partage ma vie, oui. Vous me parliez à l'instant d'être tranquille derrière un bureau ou d'agiter le cocotier. Alors j'en viens à la deuxième notion que je voulais vous proposer, la notion de vie intérieure. Est-ce que c'est justement la tranquillité façon la vie est un long fleuve tranquille, quoique le film en l'occurrence c'est pas si tranquille que ça, ou est-ce que c'est au contraire l'agitation permanente? Enfin voilà, comment ça se passe du côté de votre vie intérieure? Alors, pour moi, la vie intérieure, ça ressemble un petit peu à du lyrisme personnel, en fait. Ça me rappelle un petit peu la trilogie que j'avais lue de James Hetfield, la trilogie des Andes, qui a eu ces livres ont eu un impact incroyable sur ma vie quand j'étais, avant de devenir champion du monde. J'avais de gros problèmes psychologiques, affectifs à régler, mais c'était des problèmes que je ne pouvais résoudre que moi-même. Donc il a fallu vraiment que je rentre dans l'expectation au plus profond de moi, que je me regarde tel que je suis, à nu. Et on apprend beaucoup en fait lorsqu'on est en dépression et lorsqu'on touche vraiment lorsqu'on tombe, on a toujours le sentiment qu'il n'y a pas de fond. Et puis un jour, le soleil revient et on se reconstruit petit à petit et on reprend goût à la vie. Donc pour moi, la vie intérieure est très importante parce qu'elle détermine ce que vous êtes à l'extérieur en permanence. On dit toujours en rigolant, tu es belle à l'extérieur, mais tu es encore plus belle à l'intérieur. Pour moi, ça peut paraître futile, anodin, ce genre de réflexion, mais c'est extrêmement important. Et c'est ce que je me tue à dire à mes enfants, c'est que votre meilleur passeport, c'est pas ce que vous allez donner comme image au premier abord, c'est ce que vous allez donner sur le long terme de l'intérieur. Vous disiez à l'instant, on tombe. Il me semble avoir vu un article dans lequel vous expliquiez que vous aviez une peur viscérale du vide, c'est vrai ? Oui, sous toutes ses formes. Je déteste l'altitude et pourtant je me sens extrêmement aimanté par la montagne ou même quand vous sautez en parachute d'un avion, des choses comme ça. Mais je suis incapable de le faire. J'ai une peur incroyable, je suis tétanisé, j'ai la peur du vide. Vous me mettez tout en bas building, vous me demandez de regarder en bas, je ne pourrais pas le faire. Ou alors j'ai l'impression d'être aspiré en permanence. Ça m'est arrivé très souvent lorsque j'étais enfant de me réveiller en plein cauchemar avec toujours cette sensation du vide, comme si j'étais en chute libre permanente, en essayant de me rattraper à quelque chose, de me maintenir. Souvent, ce genre de cauchemar me réveille en pleine nuit. Oui. Alors je le fais plus, ça m'arrive de temps en temps de le faire, mais à quoi il faudrait peut-être que je m'allonge dans un canapé et que je puisse en parler à un psychologue, un psychiatre, qui puisse expliquer pourquoi je fais souvent ce genre de cauchemar, cette peur du vide. Et c'est vrai que ça se matérialise dans le quotidien. La peur du vide peut s'expliquer en différentes manières. Une anecdote, lorsqu'on a fini la Coupe du Monde 98 et qu'on a fait toutes les célébrations avec les gens, les supporters sur les Champs-Élysées, qu'on a fait tout le protocole qui a suivi justement ce titre-là, le jour où on s'est quitté, donc quelques jours après, j'ai ressenti un vide immense.
comme si on m'avait enlevé la meilleure partie de ce que j'étais en train de vivre en fait. Et je ne voulais pas que ça s'arrête, je voulais que ça s'éternise en fait. Et pour moi, ça s'apparentait à du vide. Quand vous traversez ces moments de vide, plutôt quand vous êtes seul qu'avec tous vos supporters, est-ce que vous essayez de les combler, ces vides, et si oui, comment? Avant, oui. Et on essaye justement de combler le vide de différentes façons. Ça peut... soit on essaie de se changer les idées, on part en voyage, ou on fait des choses avec ses amis. Enfin bref, on essaie toujours de s'occuper l'esprit pour ne pas penser à ça. Et c'est ce que je disais en préambule. Avec le temps et la maturité, j'ai appris à gérer ça. La solitude ne me fait pas peur. Il n'y a pas d'arrogance dans mes propos. Je suis quelqu'un qui est foncièrement comme ça. Et donc, ce genre de choses, j'ai appris à l'apprivoiser avec le temps. Et aujourd'hui, lorsque j'ai une sensation de vide, je l'appréhende beaucoup mieux dans la mesure où je suis mieux rodé. J'ai une certaine expérience et j'ai des mécanismes aussi cérébraux et mentaux qui viennent justement prendre la relève. On sent que votre expérience et les différentes choses que vous avez traversées vous ont permis de faire face à des épreuves, et c'est justement sur ce thème-là de l'épreuve que je voulais que vous nous parliez maintenant. L'épreuve, que je vous disais tout à l'heure, hein, la vie nous challenge tous les jours à différents niveaux. Donc que vous soyez riche, ou que vous soyez dans la précarité, que vous soyez beau, que vous soyez laid, que vous soyez valide ou invalide, à différents niveaux, elle vous touche. Et c'est en fonction des expériences, de la personnalité et de votre force intérieure, et aussi l'entourage des personnes qui vous entourent. Pour moi, c'est extrêmement important. Il faut se nourrir à chaque fois de ce qui peut être bénéfique pour vous en permanence. Et j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure sur la trilogie des Andes de James Hetfield, qui a été un best-seller dans le monde entier. Je crois que ça s'est vendu à 120 millions d'exemplaires, c'est pour vous dire, c'est colossal. C'est un parcours philosophique où on apprend à lire comme un livre ouvert, en fait, ce que vous êtes à l'intérieur, en vous abreuvant en permanence de la beauté extérieure. Donc ça peut être n'importe quoi, un geste de politesse, une courtoisie, un bon plat, un beau paysage, une belle rencontre, n'importe quoi. Au quotidien, nous sommes confrontés à chaque fois à des choix en permanence. Je trouve que vous avez en permanence la possibilité de vous nourrir à la fois du mal et du bien tous les jours. Et moi, j'essaye en permanence de me nourrir que du bien. Je ne dis pas que je laisse de côté le mal, parce qu'il faut toujours l'affronter, il ne faut jamais le laisser tranquille. Mais en même temps, je ne perds pas une seconde justement de me nourrir. Ça peut être des moments qui durent 2 minutes, 5 minutes, 1 heure. Mais à chaque fois, j'essaye de m'imprégner en permanence de toutes ces ondes positives pour me ressourcer, pour me regonfler, pour recharger les batteries. Ouais. Le clin d'œil, effectivement, avec ce mot d'épreuve, c'était à la fois la référence à la compétition sportive, mais aussi les épreuves de la vie telles que vous les avez décrites, et notamment, sans doute, l'une des plus épouvantables d'entre elles, comme épreuve, la mort d'un être cher. Il se trouve que pendant votre adolescence, vous avez vécu vraiment des traumatismes importants. D'abord, la perte de votre meilleur ami, qui, si j'ai bien compris, s'est pendu. Voilà. Puis votre grand-père qui décède, puis votre frère, surtout, qui, au moment où vous êtes en train de devenir un pro du foot, ben oui, un petit peu, oui. Effectivement, lui aussi décède d'une rupture d'anévrisme. Qu'est-ce qui vous a aidé dans ces moments-là ? Je pense que le football m'a beaucoup aidé, le sport. Le fait de se dépenser d'un point de vue physique, énergétique, vous permet de vous lessiver d'un point de vue mental. Le fait de vous repousser également vos propres limites face à la pression qui incombe à tout sportif de haut niveau. Pour moi, ça a été extrêmement bénéfique, ça a été très douloureux, très dur. Il a fallu que je fasse mon deuil. En même temps, il a fallu que je me construise en tant que joueur professionnel, parce que j'arrivais dans le SAS du centre de formation et que j'étais en transit avec l'équipe professionnelle, très jeune. Et il fallait absolument que je ne perde pas de vue juste pourquoi je suis parti de ma Normandie natale pour assouvir mon rêve. Et encore une fois, on ne peut pas revenir en arrière. Ce qui a été fait est fait. Et il faut accepter ce qui a été fait. Et il faut faire en sorte de se servir de certains éléments pour rebondir et redevenir beaucoup plus fort. C'est facile à dire comme ça.
il faut le vivre intimement pour savoir ce dont je parle. Je pense qu'il y a des milliers, des millions de gens qui souffrent au quotidien, dans leur chair, d'un point de vue mental, d'un point de vue affectif, dans différents domaines. Donc, pour moi, j'ai malheureusement pas de remède miracle à dire aux gens. Je ne parle que sur l'expérience que j'ai pu vivre. Je me suis forgé un état d'esprit et un caractère, une personnalité. C'est vrai, souvent à travers la difficulté, souvent à travers justement des désillusions ou même des grandes frustrations, voire des grandes tristesses. Mais je savais au fond de moi-même que c'était quelque part des sacrifices et une peine à assumer pour pouvoir arriver au bout du tunnel et voir la belle lumière qui se proposait à moi. Parce qu'au fond de moi, j'ai toujours été convaincu que le meilleur était toujours qui arrivait toujours à la fin. Alors j'ai traversé des années extrêmement noires. J'ai été en dépression pendant plusieurs années. Mais j'ai tenu le choc, j'ai tenu bon. Je ne suis pas tombé ni dans l'alcool, ni dans la drogue, ni dans une vie complètement désavouée. Non, j'ai toujours gardé le cap. Pour moi, c'est ce que le plus important en fait. Et c'est ça qui est très très dur à faire, c'est que quand vous n'allez pas bien, il faut garder le cap. Parce que tôt ou tard, les choses changeront. Vous avez parlé de la pression, puis de la dépression, de la lumière qui vient au bout du tunnel. Alors, on comprend bien effectivement que le foot a été un exutoire pour se vider l'esprit, pour se défouler. Il y a eu l'écriture aussi, si j'ai bien compris, qui vous a aidé. Et ce que j'ai appris au fil de mes recherches, c'est que finalement, vous écriviez depuis l'enfance. C'est quand même quelque chose qui est assez ancré en vous. Oui, quand je suis arrivé à 12 ans au camp d'entraînement de l'AS Monaco, donc vous vous rendez compte, la Normandie c'est tout en haut, Monaco c'est tout en bas à côté de l'Italie. Un Normand qui débarque en principauté de Monaco, entouré de Rolls-Royce, de mannequins, de choses comme ça, avec le soleil en plus, avec la peau blanche que j'avais. Donc en fait, c'est comme si j'étais né en plein milieu d'une figure, on ne voyait que ça en fait. Et j'en rigole maintenant parce que ça me rappelle pas mal de choses, mais c'est vrai que l'écriture, pour moi, ça s'est fait tout seul en fait. Parce que je me suis aperçu qu'à chaque fois que j'avais un problème de communication, parce que j'ai quelqu'un d'extrêmement introverti, du fait de tous les drames que j'ai pu supporter, moi et les autres, il a fallu justement que je trouve un palliatif à tout ça, un remède. C'est pas un remède à 100%, mais ça m'a énormément aidé dans la mesure où, comme je ne parlais à personne, que j'étais introverti et que souvent, lorsque je me manifestais, c'était par des réactions excessives. J'ai compris qu'à travers l'écriture, j'avais le moyen de canaliser justement cette violence qui était en moi, que je n'arrivais pas à exorciser, à canaliser. Ça ne faisait que rajouter de l'incompréhension parce que les gens qui m'entouraient savaient que je souffrais, avaient du mal à m'aider et ne comprenaient pas mes réactions, alors qu'on me tenait la main en permanence. Et l'écriture m'a aidé justement à ouvrir les yeux sur beaucoup de choses et surtout à coucher noir sur blanc mes problèmes. Et le jour où je m'en suis rendu compte, c'est que à chaque fois que j'avais un problème, et un exemple tout bête, je prends un avion un jour de Nice pour aller à Paris et je me rends compte que des passagers se comportent très mal avec une hôtesse. Je vous parle de ça, c'était il y a une trentaine d'années. Et j'avais demandé à l'hôtesse à l'époque, à cette époque-là, on fumait encore dans les avions. Et j'avais demandé une feuille de papier et un stylo. Et pendant l'heure qui nous séparait de Nice et Paris, j'ai écrit non-stop. Mais ça sortait comme une lessiveuse. C'était impressionnant. Comme j'aurais pu fermer les yeux, j'écrivais tout seul, quoi. C'était l'impression que ma main était contrôlée. Et c'est là que je me suis rendu compte que l'écriture était vitale pour moi, que j'avais besoin, et je me suis senti vachement serein une fois que j'ai terminé l'écriture, bien dans mes pompes. Je n'avais plus d'agressivité, je n'avais plus de m'haranguer avec ces gens-là. Je suis sorti, j'ai donné la lettre à l'hôtesse de l'air et je suis parti. Je ne sais même pas la réaction qu'elle a eue, j'ai jamais eu de nouvelles, quoi que ce soit. Simplement pour lui exprimer mon soutien et lui exprimer également ce que je pensais de ces messieurs. Et au lieu de leur dire à eux, j'ai préféré l'écrire sur une feuille et dire des choses belles à cette dame. Et ça m'a beaucoup soulagé. Et là, j'ai compris que je tenais quelque chose d'important pour moi.
On sent que vous avez beaucoup réfléchi, pris beaucoup de recul par rapport... Oui, c'est jamais, on réfléchit jamais trop, je pense. Pris beaucoup de recul par rapport à votre parcours, par rapport à votre milieu, celui du foot. Et je voulais justement vous demander, pour terminer sur cette série de mots-clés, est-ce que vous avez pu prendre du recul par rapport à la notion de réussite et ça veut dire quoi pour vous, la réussite? Oui, ah oui, oui. Et ça, c'est depuis l'arrivée de mes enfants, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire la réussite finalement? C'est la réussite sociale, c'est la réussite professionnelle, c'est quoi? Pour moi, la réussite, elle se résume en un seul mot quasiment, le bonheur. Alors, ce que je trouve intéressant avec la notion de réussite, c'est que vous êtes un homme accompli, un footballeur international. Quand des jeunes regardent votre parcours, pour eux, c'est le parangon de la réussite. Mais une fois qu'on a atteint cet objectif en tant que joueur, qu'est-ce qui se passe? Il peut y avoir l'impression du vide. Vous savez, on les compte plus sur les doigts d'une main. Les exemples arrivent par dizaines, par centaines même, de gens extrêmement connus, que ce soit dans le monde du sport, de la chanson, les acteurs, et qui ont une carrière incroyable pendant 30, 40 ans, et qui du jour au lendemain, comme toutes les étoiles, elles s'éteignent. Et il y en a beaucoup, justement, qui franchissent le côté obscur pour tomber dans la drogue, l'alcool, parce que quand on a été et qu'on n'est plus, c'est difficile à vivre. On dit toujours les has-been, mais le plus dur à vivre, c'est le sentiment de ne plus exister, comme dirait Shakespeare, to be or not to be. On cherche tous justement un meaning, une raison de vivre. Un sens. Un sens à la vie. On essaie toujours de trouver sa place dans ce monde-là, de donner une importance à son existence à travers ce que l'on peut accomplir dans tous les domaines. Et je trouve que, encore une fois, pour être heureux, si je peux revenir avant, il faudra trouver le juste équilibre entre son ambition personnelle et les objectifs réalisables. Parce que je vais vous faire un aveu, si j'ai 10 000 euros, je ne vais pas m'acheter une Porsche, vous voyez. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Non, si j'ai 10 000 euros, je ne vais pas m'acheter une Porsche. Donc, vous voyez, il faut toujours être raisonnable en fonction de ce que l'on peut avoir, mais se dire également que tout est possible à partir du moment où on y croit profondément. Donc, ça, on est dans la sphère philosophique en permanence, mais c'est ma vie. Alors, je sais que ça peut être barbant pour les gens, je sais que je peux paraître chiant, entre guillemets, mais je l'assume. Juste pour terminer sur cette notion de réussite, parce que je rebondis quand vous disiez à l'instant, on peut tomber dans la drogue, perdre ses repères. Parmi les jeunes qui se lancent dans le foot, il y en a beaucoup qui viennent de milieux assez précaires. Et dans votre livre, le personnage de Joe, donc le fameux entraîneur de l'OM qui a été assassiné, ce Joe va de foyer en foyer, il est orphelin, il est sans repères. Et vous-même, il semble que par le passé, vous ayez été à deux doigts alors je dirais peut-être pas de tomber dans la délinquance, mais en tout cas, vous étiez un peu bagarreur. Et vous dites, le foot m'a sauvé. Donc je voulais reparler de cette notion du foot comme rapidement, parce qu'il faut qu'on termine sur cette partie, mais du foot comme vecteur de réussite et surtout comme possibilité de retrouver et de retrouver la fierté de soi-même. Surtout pour les minorités. On se rend compte que la chanson, le métier d'acteur ou le monde du sport est un ascenseur social extrêmement important pour les minorités visibles en France. Moi, je suis né dans un village également, donc je n'étais pas prédestiné à m'asseoir autour de la table des grands, à force de travail et de confiance en soi, et j'ai réussi à traverser toutes les frontières et à arriver à mes objectifs. Donc ça, c'est difficile à expliquer, mais encore une fois, j'ai pas une feuille de route. Ce sont des choses que l'on vit profondément et il faut les sentir profondément. Et encore une fois, une vie sans ambition, j'ai du mal à la comprendre et à l'admettre dans la mesure où l'ambition te permet en permanence de te renouveler, de te redécouvrir et d'aller même au-delà de tes espérances. Mais encore une fois, il faut avoir une approche qui est des fois désintéressée, parce que lorsqu'on est trop la tête dans le guidon, on en oublie justement ce pourquoi on a fait tout ça et ça peut vous griser la tête rapidement. Donc ce qui s'est passé à cette époque-là, ça a été extrêmement bénéfique pour moi. Ça m'a construit et ça me construit toujours aujourd'hui parce que ça ne me quitte pas. C'est comme en fait, c'est mon ADN en fait. C'est mon ADN génétique, c'est quelque chose qui est profondément ancré en moi, que je ne pourrais pas changer. Ça, c'est impossible. Donc
Si vous me parlez de la réussite, ça en fait partie. J'en fais pas une obsession. Encore une fois, moi j'essaie de trouver le juste équilibre entre tous les paramètres qui composent ma vie pour être épanoui, tout simplement. Merci en tout cas d'avoir philosophé, comme vous dites, sur tous ces sujets avec nous. Et je vous rassure, on n'a pas du tout trouvé ça barbant, loin s'en faut. On se retrouve dans quelques secondes sur le plateau. À tout de suite. Merci beaucoup Emmanuel Petit d'avoir joué le jeu. Vous avez vraiment joué le jeu, vous êtes vraiment rentré dedans. Comment ça s'est passé pour vous? Comment vous avez vécu cette expérience? Très bien, très bien. J'ai pas de problème à parler ouvertement dans la mesure où je suis né comme ça. Donc je sais que beaucoup de gens me disent qu'il va falloir quand même que je change à ce niveau-là, que je m'attire beaucoup trop de problèmes, que d'avoir des gens vrais, c'est de plus en plus compliqué à rencontrer de nos jours. Je ne vais pas faire le fanfaron en disant je serai le dernier des Mohicans, non. J'ai essayé de changer, j'arrive pas. On sent vraiment que vous avez beaucoup réfléchi à plein de notions dont vous avez parlé, à commencer par la notion de bonheur, et tout ce chemin vers le bonheur. Mais au juste, c'est quoi pour vous le bonheur? Je ne sais pas. Parce que j'ai tout pour être heureux et des fois j'ai l'impression que je ne le suis pas. Et quand je suis dans la difficulté, j'ai l'impression d'être heureux. C'est paradoxal, hein. Je crois que s'il fallait un thermomètre, ça serait compliqué de mesurer justement le bonheur au quotidien. Je crois que il faut voir ça plutôt sur le long terme, sur ce que l'on a construit année après année. De se dire, regarder sur la sphère privée, au niveau de la santé, qui pour moi est la priorité des priorités. Je suis en contact très souvent avec des gens qui sont meurtris dans leur chair. J'ai vu, vous êtes investi, vous êtes moins que par le passé, mais vous avez fait beaucoup de choses pour l'association Huntington, pour la maladie de Huntington. J'y retourne justement dimanche, on a un tournoi de golf à Limoges, mais je suis proche aussi de certains malades, notamment Romain, si jamais il nous regarde, je le salue. Son état s'est terriblement aggravé, malheureusement. J'embrasse également Gigi, sa maman. Mais pas que, il y a la mucoviscidose également, donc Damien également, si tu me vois, je t'embrasse également. Mais pourquoi cette sensibilité à la maladie, au handicap? J'ai besoin parce que j'ai été frappé très jeune par ça. Frappé, c'est-à-dire dans mon entourage, que ce soit mon frère qui soit mort d'une rupture d'anévrisme, c'est pas une pathologie, mais avec les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui, je pense qu'il aurait été sauvé. Ma maman aussi a un diabète aussi assez important. Mon papa vit avec un cathéter en permanence. Mon autre frère a la maladie de Vaquez, qui est une maladie rare du sang. Il suit un traitement quotidien. Mais c'est des traitements lourds qui font que vous avez été sensibilisé très jeune à cet univers de la maladie. Quand j'étais jeune aussi, j'étais au contact de non-valides. J'aime pas le terme handicapé, je trouve que c'est péjoratif. Le terme politiquement correct, c'est en situation de handicap, mais là aussi, ça fait très politiquement correct. Non-valide. Mais parce que vous avez beaucoup parlé on a beaucoup parlé de ce qui se passe dans la tête. Hein, on sent que vous êtes vraiment bien cortiqué et que vous avez réfléchi à beaucoup de choses. Un peu torturé. Et un peu torturé, oui. Vous vous trouvez torturé, vous décrivez moins torturé. Enfin voilà, en tout cas, vous vous trouvez encore un peu torturé. Mais on a beaucoup parlé de la tête, on a moins parlé du corps, alors que pourtant, le corps, c'était votre outil de travail. Et encore aujourd'hui, on sent que c'est quelque chose d'important. Mon corps, c'est très important, parce que quand j'ai arrêté ma carrière en 2003, on m'avait sectionné la jambe à 2 endroits, ma jambe droite, on a fait une ostéotomie de la jambe droite, on m'a sectionné la jambe ici et au niveau du péroné. Donc pendant plusieurs mois, j'avais des broches avec des attelles et tout, et j'ai dû mettre un terme à ma carrière. Et ça... Et puis aussi avec le contact de toutes les associations, quand j'ai commencé à rentrer dans l'univers, à rentrer dans l'intimité des gens, et que vous vous rendez compte à quel point ces gens souffrent au quotidien, que c'est un calvaire de vivre, que c'est vraiment une épreuve de se réveiller le matin, de se dire comment va se passer la journée. Vous vous rendez pas compte mentalement, moralement, la force qu'il faut avoir pour supporter toute cette charge, que ce soit la personne qui est frappée de plein fouet, ou les personnes qui l'entourent. C'est quelque part la double peine également. Et moi, j'en ai besoin. À chaque fois, les gens me remercient de ce que je peux faire pour eux. Moi, je leur dis, mais ne me remerciez pas parce que vous faites beaucoup plus pour moi. Parce que quand je vous vois, vous me permettez de garder la petite part d'humanité qui reste en moi, en fait. C'est-à-dire de vous dire, de prendre conscience de la chance que vous avez. Oui, alors, encore une fois, on ne va pas rentrer dans le monde des bisounours,
oui, vous devriez faire ça, vous devriez faire ci, vous êtes aisé, vous devriez aider les gens. Si je commence à rentrer dans l'intimité de toutes les personnes que j'ai aidées, que j'ai sauvées, et ça, c'est pas de la fausse modestie, j'ai accueilli chez moi des gens pendant 9 mois, voire quasiment 1 an, par enfant, parce qu'ils étaient à la rue. Quand j'ai vu les polémiques qu'il y a pu avoir récemment, que ça soit sur les dons, sur Notre-Dame, ou même sur les migrants, il faut les accueillir, les loger, des choses comme ça. Je peux comprendre la réticence de beaucoup de gens. Je peux comprendre aussi, aujourd'hui, on a une mondialisation, l'insécurité, le terrorisme, à la fois moral, le terrorisme physique, enfin beaucoup de choses. Mais en même temps, je ne peux pas concevoir que si ces gens quittent les endroits où ils sont, c'est parce que c'est une question de survie, tout simplement. Et qu'importe de savoir si ta couleur est différente de la mienne, si ta religion est différente de la mienne, si tes aspirations politiques sont contraires aux miennes, on n'en reste pas moins qu'au final, nous sommes tous des êtres humains, quoi. On vit tous sur la même planète. Je n'arrive pas à comprendre et à admettre le mal que l'être humain peut affliger à son prochain, quoi. Ça, c'est un truc qui me sort par le nez. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, le mal qu'on peut infliger. Et là, on a le sentiment, quand je me faisais la réflexion en vous écoutant tout à l'heure, quand vous étiez seul sur le plateau, il est beaucoup question de bien et de mal, de maladie. La maladie, c'est aussi le mal a dit. Enfin, il y a sans arrêt cette notion de bien et de mal qui s'affrontent quelque part. Toujours. Pour moi, c'est la vie. La vie, c'est le bien et le mal. Et je dirais que... Le paradis et l'enfer. Oui, je dirais que c'est un peu l'image d'un sportif de haut niveau. Je l'ai encore dit il n'y a pas longtemps sur un plateau de télé. On ne peut pas mesurer une grande victoire si on n'a pas connu avant de grandes défaites. Il y a ce côté très cyclique, finalement. Et je trouve qu'on voit vraiment les qualités réelle d'une équipe qu'à travers les défaites plutôt qu'à travers les victoires. C'est très facile de se serrer dans les bras, de se faire des bisous lorsqu'on a gagné tous ensemble un titre majeur. C'est beaucoup plus difficile de se serrer dans les bras lorsqu'on a perdu tous ensemble. Et je trouve que la beauté humaine, elle se situe là, justement. C'est quand on est dans la difficulté, il faut faire preuve d'humanité. On parlait d'altruisme, justement, je voulais vous demander quelles sont les qualités auxquelles vous êtes le plus sensible chez un être humain. Le don de soi. Le don de soi. Si chacun donnait ne serait-ce que 2 ou 3% tous les jours à l'autre, vous vous rendez compte dans le monde dans lequel on vivrait aujourd'hui? Et votre plus grande qualité à vous? L'égoïsme? Non, je rigole. J'ai pas l'impression. Ma plus grande qualité? Confiance en soi. Probablement. Ouais. C'est quelque chose que vous avez construit ou que vous avez toujours... J'ai construit, ouais. Moi, j'ai le doute des fois qui m'envahit, mais très vite, je l'égare. Tous les soirs, quand je me couche, dans le lit, avant de me coucher, je ressasse toujours tout ce que j'ai fait dans la journée. Toutes les choses que j'ai pu faire, les personnes à qui j'ai pu parler, les comportements que j'ai pu avoir. Comme un examen de conscience, quelque part? Oui, comme s'il fallait que je fasse un filtre, que je fasse tourner la machine... et pour que je puisse me réveiller le matin et essorer tout ça, en fait. Et c'est un besoin que j'ai, c'est un mécanisme, on appelle ça de la visualisation, en fait. C'est tout bête. Et je m'en suis servi aussi quand j'étais joueur de football. Ça m'a beaucoup aidé dans ma préparation mentale quand j'étais joueur, à aborder justement des matchs à haute pression, avec un enjeu colossal, et pouvoir aborder justement le rapport médiatique avec les supporters, avec le club, les exigences du haut niveau. La visualisation, c'est dur au départ. Mais lorsque le mécanisme est bien ancré en vous, il arrive tout rapidement et en fait, c'est d'une simplicité enfantine après. Et ça m'aide tous les jours et je pense que ça m'aidera jusqu'à la fin de ma vie. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aujourd'hui à l'enfant que vous étiez ? Félicitations. Pourquoi ? Parce que quand mon frère est disparu, j'ai vu l'impact que ça a eu dans ma famille. Et quand vous êtes confronté aux douleurs et à la détresse au quotidien, vous sentez quelque chose au fond de vous-même qui vous pousse à agir, à faire des choses, à parler, vous essayez par tous les moyens d'atténuer justement cette peine, cette tragédie. Et souvent vous êtes impuissant. Et donc vous essayez, moi, à cette époque-là, la seule façon que j'ai trouvée pour rendre mes parents heureux et de leur enlever quelque part cette peine, c'était de les rendre fiers en fait. De rendre hommage à mon frère,
je vais réussir là où on lui a appris sa vie, sur un terrain de football. Il est mort sur un terrain de foot, je veux que le terrain de foot donne du bonheur à mes parents. Le terrain de foot, en tout cas, il en est question dans le livre que vous avez publié en février dernier, Dernier tacle. Merci beaucoup, Emmanuel Merci Petit, d'être venu nous en parler, d'être venu nous parler aussi, au-delà du livre, de votre carrière, de votre philosophie de la vie. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO, ktotv.com. Bonne soirée.